C'était le genre d'après-midi qui laissait croire que rien de vraiment horrible ne pouvait arriver sous le soleil anglais. Les pelouses d'Elderflower Hall s'étendaient d'un vert émeraude immaculé, bordées de chapiteaux rayés et de quelques parasols vacillants. Lady Agnes Allworthy, dont la garden party annuelle de la Saint-Jean était à la fois redoutée et attendue par le village, se tenait debout, tel un général surveillant ses troupes, s'assurant que le gâteau éponge était bien levé, le thé bien infusé et que le quatuor de jazz de Shipping Radstock arrivait sobre. Le village de Little Witchford n'avait pas beaucoup changé depuis la guerre, et ses habitants non plus. On y retrouvait les visages habituels, le révérend Calforne, corpulent et transpirant jusqu'au col, Madame Lydia Faversham, resplendissante dans un chapeau 30 ans trop jeune pour elle, et bien sûr Mademoiselle Marple, assise près du treillis de rosiers, son fidèle tricot, le regard scrutant la foule sous le bord tombant de son chapeau de paille. Un corps dans la brume du matin, des chuchotements derrière les portes des maisons, rien n'échappe à son regard. « Bienvenue chez le détective Eternus. Je suis votre hôte Elliot. Dites-moi, d'où venez-vous aujourd'hui? Votre présence rend ce mystère encore plus spécial. Laissez-moi un commentaire et dites-le-moi. Commençons. » C'était une joyeuse réunion, ponctuée de bavardages polis et de quelques éclats de rire de la jeune génération près du terrain de croquet. Une banderole flottait sous l'arche du verger, feuilletée de la famille de la Sainte-Étaie, charité et joie. À 4h30 précises, un cri déchira l'air, non pas le cri artificiel de la joie de gagner un panier de tombola, mais celui, rauque et déchirant, qui fait taire les oiseaux et fait tourner les têtes comme un plateau de porcelaine tombée. Il provenait du chemin des boutons d'or, le chemin sinueux et fleuri qui menait des jardins inférieurs au petit ruisseau. Les gens couraient, Lady Agnès se balançant avec fracas, le vicaire la suivant d'un souffle court, et les plus jeunes sprintaient avec l'impatience farouche, réservée à la promesse d'un spectacle. Miss Marple, qui n'avait ni les genoux ni le tempérament pour se précipiter, se leva d'un pas décidé et se fraya un chemin à travers la foule, inaperçue de la plupart. Ce fut Thomas Ellicott qui la trouva le premier, la source du cri. Un jeune jardinier aux oreilles rouges, avec l'habitude d'avoir l'air coupable même quand il ne l'était pas. Il se tenait figé au pied du sentier, pointant du doigt d'une main tremblante. Là, niché de façon grotesque parmi les boutons d'or jaune, gisait le corps de M. Julian Northcott, notaire local, membre du Rotary et méticuleux en matière de ponctualité. Sa canne était cassée en deux et son chapeau avait roulé dans le ruisseau peu profond. Son visage était étrangement paisible, même si l'angle anormal de son cou ne laissait planer aucun doute. Mort. La fête se transforma en chaos. Certains pleuraient, d'autres restaient bouche bée. Le vicaire tenta une prière, mais parvint à la moitié d'un psaume mal mémorisé avant de faiblir. Seule Miss Marple demeura calme, malgré un léger froncement de sourcils. « Il n'était pas du genre, murmura-t-elle doucement, presque pour elle-même, à se promener seul si loin de la tente athée, certainement pas sans sa chaîne de montre correctement attachée. Elle cueillit une renoncule dans l'herbe, l'examina un instant et la glissa dans son sac à main, invisible, inaperçue. Mais ce n'est pas sans importance. Le corps de Julian Northcott fut transporté sur le chemin Buttercup juste avant le coucher du soleil, enveloppé dans une couverture de pique-nique écossaise et soigné par l'agent Derek Prowse, qui semblait nettement plus gêné par la mort qu'on ne l'aurait espéré chez un agent de police de village. Le jeune homme, tout en coude et solennellement enthousiaste, avait à peine terminé son rapport que l'inspecteur Craddock arriva de Mush Benham, l'air las et résigné. Ce n'était, après tout, pas la première fois qu'il était convoqué à Little Witchford pour une raison sinistre. Lady Agnes Allworthy, dont la garden party s'était terminée de façon abrupte et dramatique, insista pour que chacun retourne sur la pelouse prendre le thé, invoquant la décence civique et la force morale. Mais en réalité, verser de la porcelaine fine dans des tasses tremblantes permettait aux gens de s'occuper. Cela rétablissait, ne serait-ce que brièvement, l'illusion d'un ordre. À cette heure, le ciel avait pris une couleur lavande fanée et un parfum d'herbe et de rose flottait dans l'air.
Les invités restants s'étaient divisés en petits groupes animés de spéculations. Personne, pas même les plus joyeux d'entre eux, ne pouvait prétendre que la journée s'était déroulée comme prévu. Miss Marple, de nouveau assise sous le treillage de rosiers, remuait son thé avec une délicatesse tranquille. Ses yeux, pâles comme des myosotis, parcouraient l'assemblée, observant, sans chercher. Elle n'était pas de nature méfiante, mais des années de vie villageoise lui avaient appris que les pires choses se cachaient souvent derrière les plus doux sourires. Terrible affaire, murmura madame Lydia Faversham en s'asseyant à côté d'elle. Julian Northcote entre tous. On aurait pu croire que si quelqu'un devait mourir parmi nous, ce serait la vieille madame Patterstone. Elle s'accroche à la vie avec une pure rancune depuis 1952. Miss Marple ricana doucement. Oui, chère madame Patterstone, elle défie toute attente. Lydia se pencha plus près, murmurant d'un ton conspirateur. Mais tu ne crois pas que c'était anormal, si? Je veux dire son cours. Eh bien, on ne se courbe pas comme ça après un faux pas, si? Anormal, répéta Miss Marple d'un ton doux. Oh, je pense que l'inspecteur le saura bien assez tôt. J'ai cependant remarqué, par pure observation, bien que lorsqu'un homme meurt subitement, les gens préfèrent souvent croire au destin plutôt qu'à un acte criminel. Ça paraît plus facile à gérer d'une certaine manière. De l'autre côté de la pelouse, l'inspecteur Craddock discutait avec le révérend Calforne, dont les joues rouges et le mouchoir froissé suggéraient soit une insolation, soit une indignation morale, peut-être les deux. L'inspecteur jetait de temps à autre un coup d'œil vers le treillis de rosiers. Il connaissait Miss Marple de longue date, et si elle assistait à une fête où un mort était retrouvé, il était sage de la garder dans son champ de vision. Le lendemain matin, tout le monde à Little Witchford connaissait les détails, ou du moins leur propre version enjolivée, de la disparition de M. Northcote. Le sentier Buttercup, autrefois un charmant sentier piétonnier fréquenté par les couples en quête de séduction et les veuves en promenade, était désormais un lieu d'horreur murmuré. Il était interdit aux enfants de jouer à proximité. Les chiens étaient tenus en laisse courte, et même le laitier livré avec une hâte manifeste. À la boulangerie du village, madame Finch affirmait avoir vu M. Northcote se disputer avec quelqu'un près de la porte arrière de l'épicier 2 jours auparavant. Au même moment, son mari jurait avoir entendu une femme pleurer près du bureau du notaire, tard un soir, tout en admettant qu'il s'agissait peut-être de chats. L'épouse du pasteur, toujours à l'affût des bonnes manières, commença les préparatifs d'une cérémonie commémorative avant même que le coroner ne rende sa décision. Elle s'entraîna à prononcer un éloge funèbre incluant des expressions comme pilier de la communauté et accident tragique, même si elle n'était pas entièrement convaincue qu'il s'agissait de ce dernier. Pendant ce temps, Miss Marple retournait dans son cottage rose, avec une petite boîte de scones aux fruits et plus de questions que de réponses. Cet après-midi-là, elle était assise près de la fenêtre de son salon, tricotant une paire de chaussettes pour son neveu Edward et réfléchissant à ce qu'elle savait, ou plus précisément à ce qu'elle ressentait. Julian Northcote n'était pas très apprécié. C'était évident. Certes, il était respecté, les avocats le sont généralement, mais il y avait chez lui une certaine rigidité, un manque de chaleur. Il avait été précis, peut-être jusqu'à la mesquinerie, et il avait cette habitude, remarquée par beaucoup, d'écouter un peu trop attentivement les affaires privées et de les commenter avec politesse mais acerbe. On se sentait alors observé. Il était également de notoriété publique qu'il avait géré les affaires immobilières de plusieurs familles de Little Witchford, et que toutes ces affaires ne s'étaient pas bien terminées. Les Carroway avaient perdu une parcelle de terrain à cause d'une clause tardive. Madame Traig, la veuve de l'épicier, l'avait un jour accusé, haut et fort, de retenir des fonds qui lui étaient dus par la loi et la morale. Il s'était fait des ennemis à sa manière discrète et méticuleuse. Pourtant, les ennemis ne sont pas toujours des meurtriers. Il y avait aussi le curieux problème de la chaîne de montre. Miss Marple avait remarqué son absence, M. Northcote ne s'en séparait jamais.
Le gousset lui-même était un héritage familial, un petit disque d'onyx orné d'une abeille en filigrane d'or. Il le sortait souvent de son gilet lors de conversations oisives, comme pour vérifier l'heure, mais plus souvent pour rappeler sa présence. Et puis il y avait le bouton d'or, une fleur unique, identique aux centaines qui bordaient le chemin, et pourtant elle était restée accrochée à son revers malgré sa chute. Miss Marple ne pouvait s'empêcher de penser que son placement était intentionnel, ou du moins révélateur. Le 3e jour après le meurtre, ou la mort, comme l'appelait encore l'inspecteur, Miss Marple rendit discrètement visite au presbytère. Sous prétexte de faire don de napperons en dentelle à la brocante estivale, elle sirota du thé tiède et demanda gentiment des nouvelles de madame Northcote. « Oui, oui, elle est assez secouée, dit la femme du pasteur. Elinor n'était pas là à la fête, vous savez. Elle était plutôt malade, elle était nerveuse, une constitution fragile. Julian la tenait à l'écart, à vrai dire. Quel dommage, dit Miss Marple en posant sa tasse. Le mariage peut être une expérience des plus enrichissantes ou des plus étouffantes. La femme du pasteur la regarda en clignant des yeux. Oh, mais il s'entendait à merveille à ce qu'on m'a dit. Miss Marple sourit gentiment. Oui, beaucoup le font, jusqu'à ce que soudain ce ne soit plus le cas. Ce soir-là, l'agent Prowse s'est arrêté au cottage de Miss Marple pour lui donner des nouvelles. Ils ont jugé l'affaire suspecte, Miss Marple. Pas assez pour conclure à un meurtre, mais Craddock ne clôture pas encore le dossier. C'est très gentil de sa part, dit Miss Marple en lui offrant un biscuit au citron, même si j'imagine qu'il part toujours du principe que c'était une question d'impulsion ou d'opportunité. Prowse hocha la tête. Eh bien, ce n'était pas un vol, rien n'a été volé. Non. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple s'arrêtèrent. Même pas la chaîne de montre? Le policier fronça les sourcils. Vous avez remarqué ça aussi? Elle sourit faiblement. J'ai pour habitude de remarquer quand un gentleman change ses habitudes. Monsieur Northcote était d'une constance exemplaire. En partant, Prowse retourna s'asseoir près de la fenêtre. Dehors, les ombres s'étendaient sur la pelouse, et les oiseaux du soir s'interpellaient dans les haies. Miss Marple ferma les yeux un instant et revit les boutons d'or, le bâton cassé, l'immobilité anormale du visage de Julian Northcote. Quelque chose n'allait pas, et elle avait l'intention de découvrir quoi. Lorsque les cloches de l'église sonnèrent pour les vêpres du dimanche, Little Witchford était devenu un village transformé, non par la guerre ni par le temps, mais par quelque chose de bien plus inquiétant, l'incertitude. La rumeur était devenue monnaie courante et la spéculation s'échangeait plus librement que les œufs ou la farine. Le lieu du décès, autrefois un sentier pittoresque bordé de boutons d'or penchés et d'abeilles murmurantes, était désormais délimité par un brin de ficelle peu convaincant, accompagné d'un panneau «Défense d'entrée» que les enfants ignoraient et que les vieilles dames feignaient de ne pas voir. Mais personne ne s'y aventura. Les joyeuses fleurs jaunes semblaient moins innocentes, souillées par l'ombre sinistre de la disparition de M. Innocent Northcote. À l'intérieur de l'épicerie, les voix se transformaient en chuchotements dès qu'un client entrait. À la poste, Miss Tapley avait pris l'habitude de distribuer les lettres avec des pauses dramatiques et des regards significatifs, en particulier lorsqu'elle remettait des enveloppes adressées avec l'écriture fluide d'Elinor Northcote. Même la réunion du club des femmes de mardi a été modifiée, passant de ses habituelles discussions sur les recettes de confiture et les choix de cantiques à la discussion habituelle. Le nouveau sujet, officieusement, était le meurtre. « Eh bien, je dis que ça devait être le fils du jardinier, » dit madame Dunwoodie d'un ton ferme en posant un apperon sur l'accoudoir de son fauteuil. « Comment s'appelle-t-il ?»« Ellicott ? Il m'a toujours semblé louche. Avec les jeunes d'aujourd'hui, on ne sait jamais. »« Il a à peine 16 ans, » railla madame Faversham en sirotant du thé dans sa tasse de saule bleue. « Et puis, pourquoi tuerait-il monsieur Northcote ? Quelle raison un garçon comme lui aurait-il ? » Madame Dunwoodie renifla. « Qui sait ce qui se passe dans leur tête ? Ils ont été élevés aux BD et aux absurdités américaines. Un instant, c'est les billes, l'instant d'après, c'est le chaos. Je ne pense pas que ce soit Thomas Ellicott, dit Miss Marple à voix basse, sans lever les yeux de son tricot. Il a peur des lapins.
Je doute qu'il puisse casser la canne d'un homme sans trembler. » La salle se tut, comme souvent lorsque Miss Marple parlait. Le ton doux et raisonnable de sa voix incitait les gens à l'écouter, même s'ils l'admettaient rarement. De l'autre côté du village, l'inspecteur Craddock avait commencé les interrogatoires officiels. Il s'adressa d'abord à Elinor Northcott. Elle l'accueillit avec une politesse posée, vêtue de noir de deuil, bien que le coroner n'ait pas encore publié son rapport officiel. « J'ai toujours su que Julien finirait brutalement, » a-t-elle dit sans larmes. Ce n'était pas un homme facile. Craddock, habitué aux veuves en deuil, fut surprise par sa franchise. Elle était assise, droite comme un piquet, sur un canapé si ferme qu'il aurait pu être conçu pour la confession, les mains jointes autour d'un mouchoir en dentelle qui restait étrangement sec. Il était précis, a-t-elle poursuivi, et discret. Ce n'est pas un crime, mais les gens l'ont mal pris. Tu dis qu'il avait des ennemis, je dis qu'il se fichait bien de savoir si les gens l'aimaient. Ça peut passer pour de l'arrogance, surtout dans un village. Craddock griffonna dans son carnet. « Savez-vous où il est allé après l'avoir vu ce matin-là » Elinor secoua la tête. « Je ne l'ai pas vu. On s'était parlé la veille, à propos d'argent. » Il était discret sur nos finances, même s'il insistait sur le fait que tout était en ordre. J'en avais assez d'être traitée comme une locataire dans ma propre maison. La plume de Craddock s'arrêta. « Alors, tu es restée ?»« Oui, j'ai un témoin si besoin, ma femme de ménage, Nora. Elle vous dira que je n'ai jamais quitté la maison. » Elle le dit d'un ton neutre, sans se montrer sur la défensive. Craddock la remercia et partit, pas plus avisé qu'avant. De retour dans la rue principale, Miss Marple reprit son chemin habituel vers la boulangerie, s'arrêtant pour saluer les jumeaux Jennings qui piquaient un hérisson avec un bâton. Elle acheta son petit pain au raisin et retourna par le sentier qui longeait la vieille école du village, où le lierre s'enroulait le long du mur de pierre, telle une dentelle verte. C'est là qu'elle rencontra le jeune Thomas Ellicott. Il avait les ongles sales et le regard inquiet, assis sur le muret, sa casquette écrasée dans les mains. « Mademoiselle Marple, dit-il en tremblant, je n'ai rien fait à monsieur Northcote. Franchement, mais il continue à me regarder comme si c'était moi. » Miss Marple s'assit à côté de lui. « Les gens ont peur, Thomas, et la peur les rend stupides. Tu as été le premier à le trouver, n'est-ce pas ?» Thomas hocha la tête. « J'étais censé tailler des orties. J'ai pris le sentier des boutons d'or, c'est plus rapide. J'ai vu quelque chose de brillant dans l'herbe. Son chapeau avait disparu, sa canne était cassée, et il avait l'air comme s'il dormait, mais pas du tout. » « Tu n'as touché à rien ? Juste le bâton. J'ai cru qu'il était tombé, mais j'ai vu son cou comme il était tordu. J'ai couru tout droit et j'ai prévenu Lady Agnès. » Miss Marple posa doucement la main sur son épaule. « Tu as bien fait. » Il déglutit difficilement. « Il était toujours impoli avec moi. Il m'appelait mon garçon comme si je n'avais pas de nom. Mais non, je ne crois pas, » dit gentiment Miss Marple. « Mais dites-moi, avez-vous vu quelqu'un d'autre sur le chemin? Quelqu'un qui partait précipitamment ?» Thomas hésita. « Peut-être. Je n'en suis pas sûr. J'ai cru entendre quelqu'un plus loin, là où le sentier tourne près du vieux verger. Des pas peut-être, mais c'était peut-être des oiseaux. » Miss Marple le regarda un long moment, puis sourit. « Tu as une bonne oreille, Thomas. Ne laisse jamais personne te rabaisser parce que tu es jeune. On ignore souvent les enfants, mais j'ai constaté que ce sont eux qui voient le plus. » Ce soir-là, Craddock s'arrêta au cottage de Miss Marple. Elle l'invita à entrer, lui offrit du thé et attendit patiemment qu'il triât ses notes. « Je n'aime pas ça, » a-t-il admis. Les finances de Northcote étaient saines sur le papier, mais il manque un compte client. Des documents ont disparu de son bureau. Et Eleanor affirme n'y avoir jamais touché. Et l'un de ses associés, chez Muche Benham, affirme que Julian avait une croissance, comment dire, erratique. « Erratique ?» répéta Miss Marple. « Dans ses décisions, accepter des clients inconnus, se montrer discret. Il y a même une rumeur selon laquelle il aurait été impliqué dans un échange de propriétés qui aurait mal tourné, mais aucune preuve tangible. Avez-vous parlé à mademoiselle Trigg, la veuve de l'épicier ?» Craddock leva les yeux. « Pas encore. Je crois qu'elle mérite que vous lui accordiez votre temps, » dit doucement Miss Marple. « On oublie souvent les veuves.
surtout celles qui sont en colère. » Tandis que l'inspecteur partait, Miss Marple se dirigea vers sa bibliothèque et en tira un mince volume relié en cuir intitulé « Titres et points de repère d'Old-Witchford ». Elle l'ouvrit et découvrit une carte pliée et traça le sentier Buttercup d'un doigt ganté. Le verger. Il y avait quelque chose dans ce verger. Le lendemain, elle prévoyait de rendre visite à Madame Trigg, et ensuite peut-être une promenade à la vieille ferme Carroway. Trop de gens avaient quelque chose à perdre, et quelqu'un, de toute évidence, avait quelque chose à cacher. Mercredi matin, une légère bruine s'abattit sur Little Witchford, enveloppant le village d'un fin voile de brume humide. Les cheminées lançaient de légers volutes de fumée, et une odeur de tourbe flottait dans l'air. Même les oiseaux, semblait-il, chantaient un peu plus bas, comme s'ils ressentaient eux aussi le poids des questions en suspens. Miss Marple ajusta le bord de son chapeau de pluie et sortit avec sa grâce habituelle et tranquille. La visite du jour était destinée à Madame Trigg, la veuve de l'épicier, une femme corpulente et aux opinions tout aussi tranchées. Son défunt mari était mort en 1947 de ce que le médecin du village avait décrit comme une overdose culinaire, trop de bacon et pas assez de marche. Depuis, Madame Trigg tenait l'épicerie avec une efficacité redoutable et le tempérament d'une femme toujours légèrement agacée par tout le monde. La cloche au-dessus de la porte de l'épicier émit son tintement familier lorsque Miss Marple entra, apportant avec elle l'odeur des haies trempées par la pluie. « Eh bien, si ce n'est pas Sainte-Marie elle-même, dit Madame Trigg derrière le comptoir, la voix grave comme du gravier enveloppé dans de la flanelle. Vous venez pour vos habituels biscuits à l'avoine ou juste envie de scandale villageois? Miss Marple sourit gentiment. Un peu des deux, pour être honnête. Madame Trigg grognant en s'essuyant les mains sur son tablier. Vous avez entendu, je suppose, ce qu'ils disent. Ce jeune Ellicott est un suspect. Comme si un garçon aussi maigre pouvait briser le cou d'un homme, sans l'aide de Dieu ou du diable. Oui, tout à fait. Miss Marple s'appuya doucement sur le comptoir. Je me demandais si vous pouviez me raconter à nouveau vos malheureuses relations avec Monsieur Northcote. Vous en avez parlé une fois en passant. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'en souvenir. Les yeux de Madame Trigg se plissèrent sans hostilité. Elle prit la boîte de thé sur l'étagère derrière elle et commença à préparer une tasse d'une main tout en parlant. Julian Northcote était un homme intelligent. Trop intelligent, et de loin. Mon mari et moi avions acheté un terrain en 1935, vous savez. Nous voulions l'utiliser pour agrandir le magasin. Mais quand Berthe est décédée, je suis allée chez Northcote pour régler les formalités administratives. Il s'est avéré qu'il l'avait enregistré sous une sorte de fiducie, soi-disant pour protéger notre avenir financier. Seulement cela signifiait que je ne pouvais ni vendre, ni développer, ni prouver quoi que ce soit, à moins de faire appel à un notaire londonien. Et toi? Trop cher. Je l'ai laissé, mais je lui ai dit qu'il m'avait cambriolé en plein jour. Il a souri, vraiment, comme si j'étais un enfant qui posait des questions sur l'arithmétique. Miss Marple prit une lente gorgée de sa tasse. « Et en avez-vous reparlé ?»« Pas après ça. À quoi ça aurait servi ?» En quittant la boutique, Miss Marple repensa aux paroles de Madame Trigg. Un mobile, certes, mais le ressentiment ne menait pas toujours à la violence. Il lui fallait plus. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Craddock effectua sa deuxième visite à la résidence des Northcote. Elinor l'accueillit dans le salon où flottait une légère odeur de lavande et où les fenêtres étaient fermées. Elle semblait calme, mais son attitude était fragile, comme de la porcelaine placée trop près du feu. « Inspecteur, » dit-elle en hochant la tête, « j'imagine que vous avez des questions. »« Un peu, oui. Je voulais vous interroger à nouveau sur vos problèmes financiers avec votre mari. Vous avez dit qu'il gardait des secrets. Le soupçonniez-vous d'être endetté ?» Elinor hésita. « J'ai soupçonné une erreur d'orientation. Il y avait des factures que je ne comprenais pas, des lettres d'agents immobiliers dont je n'avais jamais entendu parler. Je l'ai un jour confronté à ce sujet, et il m'a balayé du revers de la main, disant que c'était du jargon juridique que je ne comprendrais pas.
Il m'a rabaissé. Avait-il des ennemis? Il avait des clients. Ce n'est pas pareil, mais presque. Craddock griffonna un mot. Et les amis? Elle sourit presque. Julian n'était pas du genre à qui on se confiait. Il écoutait trop bien et se souvenait trop précisément. Il s'arrêta un instant, réfléchissant à ce qu'il allait dire. « Étiez-vous heureuse, madame Northcote ?» Elle soutint son regard avec un mélange de défi et de tristesse. « J'étais à l'aise. Ce qui, dans certains mariages, est le meilleur qu'on puisse espérer. » Craddock retourna au poste où l'agent Prowse l'attendait, se déplaçant nerveusement près de la bouilloire. « Monsieur, » dit Prowse, « j'ai quelque chose. Un rapport de monsieur Harold Carroway. Il dit que Northcote lui a rendu visite la semaine précédant sa mort. Apparemment, ils se sont disputés. Bruyamment, encore une fois, à propos de la terre. Carroway? Craddock se frotta les tempes. C'est la ferme qui a perdu une partie de son champ à l'est lors d'un litige frontalier, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Carroway jure que Northcote l'a vendu en double. Il y a aussi une lettre. Il m'en a donné une copie. Northcote lui a dit de ne pas remuer la terre endormie, quoi que cela veuille dire. L'inspecteur Craddock a pris note de rendre visite à M. Carroway lui-même le lendemain matin. Au moment où le crépuscule tombait sur le village ce soir-là, le premier suspect aux yeux de la police était clair. Harold Carroway. Il avait les moyens. Il avait l'opportunité. Et surtout, il avait un mobile. Une ferme en faillite. Une dispute amère et un passé de mauvaise humeur qui avait, par le passé, conduit à une fracture du nez au pub Red Lion. Le lendemain matin, l'inspecteur Craddock fit une visite officielle. La ferme Carroway était un modeste étalage de clôture usé par les intempéries et de granges penchées, peuplé de nos jours de plus de poules que de vaches. Carroway lui-même accueillit l'inspecteur d'un regard soupçonneux, les bras épais comme des branches de chêne. « Tu viens m'accuser, n'est-ce pas ?» dit-il en guise de salut. « Je suis juste ici pour discuter, monsieur Carroway. J'ai cru comprendre que vous et monsieur Northcote aviez eu un désaccord. » Carroway renifla. « Désaccord, c'est trop poli. Il m'a trompé. Il a profité de la mauvaise vue de mon père et de l'indifférence de mon frère. Cette terre était à nous depuis 3 générations. Et qu'est-ce que tu prévoyais de faire à ce sujet ? Je n'y peux rien. Il avait le journal. Le journal gagne toujours. Il détourna le regard, la mâchoire serrée. Mais je jure que je ne l'ai pas touché. J'étais à l'usine. Quand c'est arrivé, je livrais du fourrage. Tu peux demander à Joe Reynolds. Je lui ai laissé le reçu. » Craddock prit note de la suite à donner. Alors qu'il se retournait pour partir, Carroway reprit la parole. « Tout de même, dit-il plus doucement, je vais vous dire une chose. Northcote ne se contentait pas de me duper. Il fouillait quelque chose. De vieux secrets. Il fouillait dans les actes de propriété qu'il n'avait pas touchés depuis des années. Je crois qu'il a trouvé quelque chose qu'il n'était pas censé trouver. » Ce soir-là, Miss Marple était assise à son tricot et écoutait l'orage se former dehors. La pluie frappait les vitres et le tonnerre grondait, comme un vieil homme qui s'éclaircit la gorge. Elle fixait le feu et méditait sur la théorie commode du village. Carroway, en colère. Pauvre, une dispute, ça collait bien, trop bien, et Miss Marple avait appris depuis longtemps que le suspect le plus commode est rarement le bon. Elle se pencha et souleva la renoncule qu'elle avait gravée dans son journal de jardinage. Une petite fleur qu'on oublie facilement. Pourtant, quelque chose en elle refusait de tomber dans l'oubli. Il y avait encore beaucoup à découvrir, et le prochain fil à tirer, soupçonnait-elle, ne mènerait pas à la colère, mais à la peur. Le lendemain matin, l'aube était fraîche et lumineuse, l'orage de la nuit précédente ayant nettoyé le ciel. La lumière du soleil tombait comme de l'or sur les toits de Little Witchford, miroitant dans les flaques d'eau et projetant de longues ombres à travers les portes des jardins. Mais sous la fraîcheur, le village restait agité. Le meurtre de Julian Northcote, bien que non officiellement déclaré, était devenu le nœud central autour duquel toutes les conversations se tordaient. Et chaque murmure se nouait plus fort. À la boulangerie, M. Pettifer pétrissait trop ses pains. Au presbytère, on récitait des prières insistant davantage sur « Délivre-nous du mal ».
Même les canards de l'étang se dandinaient avec un peu plus de prudence. Pendant ce temps, l'inspecteur Craddock se retrouvait submergé par une montagne d'interviews, de déclarations et de lettres, toutes pointant dans des directions vagues et confuses. L'alibi de Carroway était vérifié. Joe Reynolds confirma l'heure, fournissant même une facture signée. Ainsi, une fois de plus, les soupçons se sont répandus comme de la fumée dans le vent, visibles mais insaisissables. Il n'y avait pas d'arme du crime, pas de plan évident, aucun signe d'effraction ou de lutte. Et pourtant, Julian Northcott était mort, seul, de manière anormale et avec une violence silencieuse et indéniable. De retour à son cottage aux roses, Miss Marple était assise, une tasse de thé refroidissant à côté d'elle, un pli pensif entre ses sourcils. Un plan de Little Witchford, délavé sur les bords et parsemé d'épingles et de notes au crayon, était posé sur sa table. Elle avait examiné les registres fonciers, les histoires personnelles et le tracé des chemins du village, non par simple curiosité, mais avec le sentiment grandissant que quelque chose clochait dans cet enchevêtrement silencieux de détails. Elle venait de placer une petite épingle rouge dans l'angle où le sentier Buttercup rejoignait la clôture nord du verger lorsqu'on frappa à la porte. C'était Nora, la femme de ménage de Lenore Northcote. « J'espère que je ne vous dérange pas, Miss Marple, dit la jeune fille en se tordant les mains, les yeux rouges. Pas du tout, Nora. Entre, assieds-toi. Tu as l'air troublée. Je ne sais pas si je dois dire quelque chose, murmura Nora, assise au bord de la chaise comme si elle s'attendait à une morsure. Madame Northcote n'aime pas que je colporte des ragots. Mais je suis si mal à l'aise. Miss Marple versa une nouvelle tasse de thé et la tendit à la jeune fille. Parfois, Nora, un léger malaise peut être le signe que quelque chose d'important est négligé. Nora but une gorgée tremblante puis se pencha en avant. C'est à propos du bureau de M. Northcott. Personne n'était censé y entrer sans permission, mais 2 nuits avant la fête, je l'ai entendu là-dedans, en train de parler à quelqu'un. OMS? Je ne sais pas. Il était tard, presque minuit. J'étais descendue vérifier la fenêtre de la cuisine. Il y avait eu du bruit. Mais en passant devant le bureau, j'ai entendu des voix. La sienne et celle d'une femme. Elle semblait effrayée. Miss Marple haussa un sourcil. Effrayée. Comment? Nora s'agita, comme si elle le suppliait, qu'elle lui demandait de ne pas faire quelque chose. Et il était calme, froid même. Il a parlé d'obligation et de ce qui est dû. Avez-vous reconnu la voix? Non, mais elle avait un léger accent, pas étranger, juste différent, plus raffiné que le parler du village, comme quelqu'un qui n'a pas sa place ici. Miss Marple se rassit, son esprit passant déjà en revue les femmes de Little Witchford. Sa voix ne correspondait pas au timbre sec d'Elinor Northcote, ni aux voyelles rauques de Madame Trigg, ni à celle de Lydia Faversham, ni à celle de Lady Agnès. Et puis, un nom s'éleva comme une brise à travers des rideaux oubliés depuis longtemps. Annabel Greer. Un nom qui n'apparaissait pas souvent dans les conversations du village. Elle avait emménagé dans une maison à l'orée des bois l'automne précédent. Veuve, disait-on, de la ville, discrète, polie, élégante mais discrète et désuète. Elle allait à l'église irrégulièrement et on la voyait souvent se promener seule, un carnet de croquis sous le bras. Miss Marple a pris une note. Plus tard dans la journée, tandis que le soleil montait doucement dans le ciel, elle se dirigea vers Rose Hollow Cottage, où résidait Annabel Greer, par les ruelles sinueuses. Le jardin était soigné, mais sans prétention, et les rideaux tirés pour masquer la lumière. Signe d'intimité ou de dissimulation? Annabel ouvrit la porte avec un sourire réservé. Elle portait un cardigan lavande et exhalait une légère odeur de vieux parfum. « Mademoiselle Marple, dit-elle, agréablement surprise. Quelle visite inattendue. J'espère ne pas être importune, dit doucement Miss Marple. Je me promenais et je me suis souvenu que nous nous étions jamais vraiment parlé. Tellement désagréable, hein. Vous ne trouvez pas? Annabel hésita, puis s'écarta. Entrez, bien sûr. Le salon était rangé et dépouillé avec goût, quelques croquis étaient épinglés sur un tableau en liège, des arbres, des oiseaux, une aquarelle du chemin des boutons d'or en fleurs printanières. Miss Marple admira le dernier avec un intérêt poli.
Un joli rendu. Avez-vous parcouru le sentier récemment? Oh oui, dit Annabelle trop vite, mais pas en quelques jours, bien sûr. C'est horrible ce qui est arrivé. En effet, dit Miss Marple en l'observant attentivement. Je suppose que de telles choses nous rappellent combien notre paix est fragile. Annabelle hocha la tête. On ne s'attend jamais à de la violence dans un endroit comme celui-ci. Miss Marple était assise, ses aiguilles à tricoter claquant doucement. J'ai entendu une chose curieuse, dit-elle sur le ton de la conversation. On a entendu M. Northcote parler à une femme tard dans la nuit, juste avant la fête, une femme effrayée. Vous ne sauriez pas qui c'était? Annabelle resta figée. Ses doigts se crispèrent autour de la tasse. Non. Non, j'ai bien peur que non. Bien sûr que non, répondit Miss Marple. Imperturbable. C'est une rumeur tellement vague. Probablement absurde. Mais on se demande avec qui Julian Northcote. Il n'était pas, je crois, l'homme le plus agréable. Non, répondit Annabelle doucement. Il ne l'était pas. Lorsque Miss Marple quitta le cottage, elle parcourut le long chemin qui la menait chez elle, à travers le vieux verger et le long du sentier des boutons d'or. Le sol était encore légèrement meuble après la tempête. Ses yeux scrutèrent le sol non pas à la recherche d'empreintes de pas, mais de tout ce qui avait été déplacé. Près de la base du mur de pierre bordant le verger, quelque chose a attiré son attention. Elle se pencha lentement, les genoux craquants, et découvrit un petit objet scintillant à moitié enfoui dans la terre. Un gousset de montre, en onyx noir, orné d'une abeille en filigrane d'or. Julian Northcote. Elle le glissa dans sa poche en fronçant les sourcils, pas volé, caché. De retour à son chalet, Miss Marple posa le porte-clés sur la table à côté de son journal, ouvert sur une liste de noms et d'observations griffonnées. Le gousset de la montre de Julian, une voix de femme, des litiges fonciers, des documents manquants, et une pression discrète exercée par un homme doté du pouvoir d'un avocat, sans aucune retenue morale. Un coerciteur, pas un tueur. Ce qui signifiait très probablement que quelqu'un trué l'avait fait taire, non pas par rage mais par désespoir. Il y avait une histoire derrière le porte-clés et derrière la voix. Et Miss Marple était désormais certaine que les réponses ne se trouvaient pas seulement dans celui qui avait détesté Julian Northcote, mais dans celui qui l'avait terrifié. Le lendemain matin, une brume basse s'enroula de nouveau autour du village, se faufilant entre les cheminées de pierre et flottant comme un souffle au-dessus des terres communales. C'était une matinée calme, ou plutôt superficielle. Le genre de matinée qui laissait penser que tout était calme, à moins d'y regarder de plus près, de voir les stores bouger au passage de quelqu'un ou la façon dont les conversations s'interrompaient à l'approche de pas. Miss Marple s'était réveillée plus tôt que d'habitude. Elle était assise dans son salon, une tranche de pain aux fruits intacts sur une assiette à côté d'elle, et le courrier du matin étalé sur ses genoux. Ses doigts reposaient sur une lettre écrite d'une écriture fluide et féminine, un curieux mot, non signé, mais très révélateur. Il était arrivé sans adresse de retour. Seulement 3 lignes, il connaissait le verger. Il n'allait pas rester silencieux. Il ne m'a pas laissé le choix. C'était une sorte d'aveu. Mais il ne répondait pas à tout. Au contraire, il soulevait de nouvelles questions. Qu'avait découvert Julian Northcote dans le verger, et qui avait quelque chose à perdre si cela était révélé? Les pensées de Miss Marple furent interrompues par un coup frappé à la porte. Elle ouvrit et trouva l'inspecteur Craddock, chapeau à la main, son manteau trempé de buée et le front plissé. « Je suppose que vous avez lu les dernières nouvelles, » dit-il en guise de salutation. Le clerc du notaire de Mux Benham s'est présenté. Il a dit que M. Northcote avait récemment demandé des documents d'archives foncières pour 3 parcelles de terrain à Little Witchford. « Lesquelles 3 ?» demanda Miss Marple. « La ferme Carroway, le verger près de Buttercup Path et un lieu indiqué comme Manor End, » répondit Craddock, bien que personne ne semble se souvenir de ce nom. « Manor End » dit lentement Miss Marple. C'était le nom utilisé avant la guerre. Il fait référence à la vieille grange abandonnée au fond du verger. Elle appartenait autrefois à la famille Devenish.
qui a perdu le domaine dans les années 30. Les limites de la propriété ont été redessinées après la vente, mais je me souviens du nom. » Les yeux de Craddock se plissèrent. Pourquoi Northcote fouillerait-il dans des registres fonciers aussi anciens? Peut-être est-il tombé sur quelque chose de plus ou moins caché, répondit-elle en pliant délicatement la lettre et en la glissant dans sa manche. Savez-vous s'il a rencontré quelqu'un hors du village récemment? Une seule personne à notre connaissance, a déclaré Craddock. Un certain Lionel Grafton, avocat à la retraite. Il travaillait auparavant sur des affaires de fiducie foncière. Il a confirmé qu'il s'était parlé au téléphone la semaine dernière. Northcote avait posé des questions sur la légalité de la réouverture d'une fiducie si la lignée d'origine était éteinte. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple s'arrêtèrent. Ce serait logique. Si Julian Northcote découvrait que le verger avait autrefois fait partie d'une succession non résolue et que quelqu'un en avait pris le contrôle sous de faux prétextes, il aurait pu menacer de les dénoncer, conclut Craddock d'un ton sombre. Cet après-midi-là, Miss Marple organisa une promenade assez innocente. Elle arpenta les ruelles du village avec son ombrelle et son sac à main, s'arrêtant de temps en temps pour saluer ses voisins et commenter le temps. Mais sa véritable destination était le verger. Alors qu'elle s'approchait du muret de pierre qui bordait la propriété, elle vit quelqu'un déjà là. Annabel Greer. Elle était agenouillée près de la vieille souche d'arbre où le chemin tournait, ses mains gantées effleurant doucement la terre de ce qui ressemblait à une dépression peu profonde dans le sol. Miss Marple s'arrêta juste avant la clairière. « Une matinée pour jardiner » appela-t-elle doucement. Annabel se leva vivement et passa ses mains sur son manteau. « Ah, Miss Marple, vous m'avez fait sursauter. Tu avais l'air tellement absorbée que j'ai détesté t'interrompre. » « Je viens ici parfois, » dit Annabel en évitant tout contact visuel, « pour réfléchir. C'est paisible. » « C'est vrai, » acquiesça Miss Marple, « même si certains pourraient dire que c'est trop calme pour être réconfortant. » Annabel hésita. « Tu parles du meurtre, la mort, » corrigea Miss Marple d'un ton léger. « La police n'a pas officiellement parlé de meurtre, mais tout le monde suppose. Vous savez comment sont les villages. » Annabel esquissa un sourire crispé. « Tout à fait. » Miss Marple baissa les yeux vers la terre remuée. « Était-ce une fleur que vous aviez enterrée ou autre chose ?» Annabel se raidit. « Juste un vieux souvenir. » Le regard de Miss Marple était bienveillant, mais inflexible. « Julian Northcote vous a-t-il menacé, Madame Greer ?» Il y eut alors un silence long et tendu. Le visage d'Annabel pâlit, et sa voix se fit entendre comme un murmure. Il n'avait pas besoin de menacer, il savait tout simplement. « Tu savais quoi ?»« Que je n'ai jamais été mariée, que je ne suis pas veuve, que je ne m'appelle pas Annabel Greer. » Ses épaules s'affaissèrent. Il a tout découvert. Miss Marple hocha lentement la tête. « Il a découvert votre lien avec le domaine de Devenish. » Annabel ferma les yeux. « Ma mère était une Devenish. Elle s'est mariée en secret, contre la volonté de sa famille. Le mariage a été annulé et caché. J'ai été renvoyée. Personne n'a jamais su. Je suis venue ici pour voir l'endroit qu'elle avait aimé, pour comprendre son histoire. Mais je n'avais jamais eu l'intention de rester, et puis j'ai trouvé le cottage et je suis restée. Et Julian Northcote a compris que légalement vous aviez un droit sur le verger, conclut mademoiselle Marple. Il avait l'intention de révéler votre identité et d'en tirer profit, peut-être. De vous contraindre à un arrangement ?» Annabel hocha la tête, la voix tendue. « Il a dit que je pouvais soit le payer pour qu'il garde le silence, soit déposer les documents nécessaires pour récupérer le trust sous son propre nom d'exécuteur testamentaire. Il a dit que je n'avais aucun fondement juridique. Mais je l'ai fait, je le savais, je suis allée le voir, je l'ai supplié de ne pas le faire. Et il s'est moqué de moi. » Elle se détourna, cachant son visage. « Mais je ne l'ai pas tué, Miss Marple, je le jure. Je n'ai pas pu. J'ai quitté le cottage après notre rencontre et j'ai marché pendant des heures. Mais à mon retour, il était déjà mort. » Miss Marple s'avança doucement. « Alors pourquoi cacher le porte-clés ?» Les mains d'Annabel tremblaient. « Je l'ai retrouvé le lendemain en reprenant le chemin. J'ai paniqué.
Je me suis dit que s'il le trouvait, il me croirait coupable. Je vois, dit doucement Miss Marple. La peur nous pousse souvent à faire des bêtises. Elle posa une main sur le bras d'Annabelle. Tu dois venir avec moi. Il est temps de tout raconter à l'inspecteur Craddock. Ce soir-là, l'inspecteur avait recueilli sa déposition. Bien que cela lui ait permis d'y voir plus clair, cela ne suffisait pas à résoudre le mystère. Miss Marple se tenait devant l'âtre de son bureau, regardant les flammes vaciller. « Elle n'est pas la meurtrière, inspecteur, dit-elle, mais elle est la clé. Le pouvoir de Julian Northcott résidait dans les secrets. Il les collectionnait, les maniait comme une arme. Je crains que ce ne soit pas la première fois qu'il forçait quelqu'un à se soumettre. Il n'a pas été assassiné parce qu'il était haï. Il a été assassiné parce que quelqu'un était acculé. » Craddock leva les yeux de ses notes. Alors, il faut découvrir qui d'autre Julian Northcott pressait, et ce qu'ils étaient prêts à faire pour l'arrêter. Miss Marple hocha la tête. Sa voix était calme, mais assurée. « Oui, et je crois qu'il ne faut pas chercher celui qui voulait le tuer, mais celui qui n'avait pas les moyens de le laisser vivre. » Elle se tourna pour partir, ses pas tranquilles, ses pensées déjà en mouvement. Le verger avait livré un secret. Mais il y en avait d'autres qui attendaient encore de fleurir. Les jours qui suivirent furent chargés de tension. Le village, d'apparence calme, bourdonnait sous la surface. Les gens marchaient un peu plus vite, parlaient un peu plus bas et regardaient par-dessus leur épaule plus souvent qu'ils ne l'admettaient. Il n'y eut pas de nouvelles arrestations, mais la présence de l'inspecteur Craddock s'était accrue, ses promenades régulières dans les ruelles, ses conversations tranquilles avec les commerçants comme avec les agriculteurs, ses questions posées avec la douceur d'un homme qui ne voulait pas effrayer un troupeau craintif. Miss Marple, quant à elle, avait repris ses habitudes, du moins en apparence. Elle continuait ses promenades, ses visites, son tricot lent et agréable dans le jardin. Un livre souvent non ouvert posé sur ses genoux. Mais ceux qui la connaissaient bien, et rares étaient ceux qui la connaissaient vraiment, savaient peut-être remarquer une profonde immobilité dans son regard, la façon dont elle inclinait la tête quand quelqu'un parlait, le léger tapotement de ses doigts lorsqu'une pièce du puzzle ne s'emboîtait pas parfaitement. Elle attendait. La révélation suivante eut lieu un vendredi, alors que la brume s'était enfin dissipée et que le village bénéficiait d'un rare moment de soleil. Elle ne survint pas avec un cri ni un choc, mais avec un léger coup frappé à la porte de Miss Marple. Le révérend Calthorne se tenait sur son perron, le visage pâle et pincé, le col de travers, comme s'il s'était habillé à la hâte. « Puis-je entrer, Miss Marple » demanda-t-il à voix basse. « Bien sûr, » dit-elle en ouvrant la porte plus grand. « On dirait que tu as vu un fantôme. » « En quelque sorte, » répondit-il en entrant dans le salon. Il ne s'assit pas. Il se dirigea vers l'âtre et resta là, dos à elle, les bras croisés avec raideur. « J'ai découvert quelque chose de troublant, vraiment troublant. »« Allez-y, » dit doucement Miss Marple. Il se tourna vers elle, quelque chose comme de la culpabilité, ou peut-être de la peur, assombrissant son expression habituellement douce. Il était dans la sacristie, parmi les documents de donation. Je fouillais dans de vieux registres et j'ai trouvé un registre, pas le nôtre. Il était glissé dans une enveloppe, marquée archives de l'Église, mais je ne crois pas qu'il ait jamais été destiné à être conservé là. Il lui tendit un mince livre relié en cuir, ancien mais bien conservé. Miss Marple l'ouvrit avec précaution, parcourant les pages du regard. Les inscriptions étaient précises, nettoyées, datées et remarquablement détaillées. Paiement, nom, adresse, et à côté d'eux, des annotations. « Chantage » dit doucement Miss Marple. Le révérend Calthorne hocha la tête. « Il semble que oui, mais les inscriptions ont cessé la semaine dernière. Le dernier nom répertorié est... » Il hésita. « Lady Agnes Holworthy. » Miss Marple referma doucement le livre. « Eh bien, dit-elle, c'est... inattendu. »« Mademoiselle Marple, dit le révérend en se tordant les mains, je ne sais pas quoi faire.
Si cela devenait public, ce ne sera pas le cas, dit-elle doucement. Pas encore, mais cela confirme ce que je soupçonnais depuis longtemps. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, donnant sur le jardin. Julian Northcott n'était pas seulement désagréable, c'était un parasite. Il survivait en vidant discrètement les autres, usant de secrets, d'indiscrétions, de petits faux pas transformés en dettes de silence. Et il tenait des registres méticuleux, comme seul un homme ayant une confiance absolue en son pouvoir pouvait le faire. Le révérend s'assit, épuisé. J'ai toujours pensé qu'il était méticuleux. Privé, oui, mais ça... Miss Marple se tourna vers lui. Savez-vous ce que dit l'entrée de Lady Agnès ? Non, juste le nom et un chiffre. Un chiffre assez imposant. Miss Marple hocha la tête. Alors, il faut lui parler. Il était midi lorsque Miss Marple arriva à Elderflower Hall. Le gravier craquait sous ses chaussures tandis qu'elle se dirigeait vers la grande porte en chêne. Un valet de pied la laissa entrer sans cérémonie et, quelques minutes plus tard, elle était assise en face de Lady Agnès, enveloppée dans un châle bien trop lourd pour le temps et semblant distraite par une tache sur le tapis. « J'ai entendu dire que vous avez reçu une visite inattendue du révérend ?» dit-elle sans lever les yeux. « Oui, » répondit Miss Marple, « et il m'a montré quelque chose qui vous appartient, ou plutôt qui vous nomme. » Les doigts de Lady Agnès s'enroulèrent fermement autour du bord de sa chaise. « Je suppose que vous faites référence au grand livre, » dit-elle d'un ton neutre. « Je suis. »« C'est vrai, » dit-elle, après une pause. « Chaque entrée affreuse. Et ce n'est pas seulement moi, c'est Lydia Faversham, le garçon de Carroway, la nièce du pasteur, même la pauvre Madame Trigg, qui n'a jamais parlé à personne de son premier mari. » Julian savait tout. Miss Marple étudia son visage. « Et qu'est-ce qu'il avait sur toi ?» Lady Agnès soutint son regard d'un geste provocateur. « Quelque chose qui s'est passé pendant la guerre. Ça n'a plus de conséquences juridiques aujourd'hui, mais socialement, ça me ruinerait. Il l'a découvert l'année dernière. Et depuis, je le paie pour qu'il se taise. » « Et tu l'as tué ?» Un tremblement traversa Lady Agnès, mais sa voix resta ferme. « Non, je ne l'ai pas fait. » Miss Marple inclina la tête. « Je vous crois. » Elle se leva et rassembla ses gants. « Mais quelqu'un d'autre a peut-être découvert le registre, » dit-elle pensivement. « Quelqu'un qui a compris qu'il était manipulé et qui a vu une opportunité. C'est ce soir-là, alors que le soleil se couchait, que le choc suivant est survenu. L'inspecteur Craddock arriva au presbytère, le visage renfrogné. « On a eu un cambriolage, » dit-il à mademoiselle Marple, qui aidait à préparer les compositions florales pour la messe de dimanche. Le bureau de Northcott à Mux Benham, dossier fouillé, tiroir de bureau défoncé. Quelqu'un a cherché quelque chose. Miss Marple hocha lentement la tête. Il ne regardait pas. Il s'assurait qu'il avait disparu. Et c'est le cas, confirma Craddock d'un air sombre. Le dossier principal a disparu. Sa liste de correspondance client. Si l'on en croit ce que nous ont dit Lady Agnès et le révérend Calthorne, cette liste pourrait impliquer la moitié du village. La question maintenant, dit Miss Marple doucement, est de savoir qui était au courant et qui était assez désespéré pour le détruire. L'inspectrice baissa les yeux sur le bouquet qu'elle tenait à la main, des tulipes jaunes et des iris pâles. Vous croyez encore qu'il s'agit de peur, pas de haine. Je le sais, dit-elle simplement. La haine est forte, inspecteur. Elle hurle, frappe et exige l'attention, mais la peur... la peur est subtile. Elle s'insinue, elle calcule, et elle tue en silence. Alors que la nuit tombait sur Little Witchford, Miss Marple s'assit de nouveau près de sa fenêtre. Son tricot reposait sur ses genoux, intact. Elle fixait l'obscurité, les lumières du village clignotaient faiblement au loin. Julian Northcott était mort seul, sur un chemin bordé de fleurs, ses secrets enfin cachés. Mais quelqu'un courait toujours, il se cachait toujours, et bientôt elle saurait qui. Les 2 jours suivants s'écoulèrent dans un calme inhabituel. Le temps, lui aussi, semblait refléter l'attente qui régnait au village, un ciel gris, un vent calme, pas même un oiseau assez audacieux pour rompre le silence. Petit Witchford retenait son souffle. L'enquête de l'inspecteur Craddock était dans l'impasse. Les entretiens étaient épuisés. Les alibis avaient été vérifiés, falsifiés ou acceptés à contre-cœur. Aucune nouvelle preuve n'avait été apportée depuis le cambriolage du bureau de Northcott.
Le bureau lui-même était depuis fermé à clé, scellé jusqu'à nouvel ordre. Quant aux voies officielles, les progrès étaient au ralenti, voire à l'arrêt. Mais Miss Marple n'avait jamais vraiment compté sur les canaux officiels. Elle avait passé sa longue vie non seulement à observer les gens, mais aussi à les comprendre. La légère hésitation d'une voix, la façon dont la culpabilité s'accroche au silence, les minuscules trahisons cachées dans une main tremblante. Et maintenant, la forme définitive de la vérité commençait à se dessiner dans son esprit, subtile et incomplète, comme une photographie encore en développement dans son bac. Il ne restait qu'une chose, la confirmation. Ce matin-là, elle a demandé une faveur à l'inspecteur Craddock. « Un thé, dit-elle aimablement. Juste une petite réunion. À Elderflower Hall. Lady Agnès a accepté de nous recevoir. Je pense que ça apaiserait les tensions au village. » Craddock cligna des yeux. « Un thé? Vous voulez un thé officiel avec tous les suspects ? » « Pas des suspects, inspecteur, des villageois, des invités. Et oui, peut-être l'un d'entre eux qui a besoin d'un coup de pouce. » Il fronça les sourcils, mais acquiesça. « Si tu en es certain. »« Oh, je n'en suis jamais certaine, » répondit Miss Marple, les yeux pétillants. « Ce serait arrogant, mais j'en suis souvent secrètement convaincue. » Les invitations furent donc remises. En main propre, discrètement, la liste des invités était soigneusement dressée. Lady Agnès, bien sûr, Madame Lydia Fabersham, avec son talent inné pour les commentaires, Monsieur Harold Carroway, Madame Trigg, Annabel Grier, et même le jeune Thomas Ellicott, dont la présence s'expliquait par son aide au service du thé, et enfin Elinor Northcote. La veuve était restée largement hors de vue ces derniers jours, non pas à cause du chagrin. Elle semblait même plus calme, moins ébranlée que prévu. Son deuil, pensa Miss Marple, semblait soigneusement accompli. Et c'était aussi un indice. Le salon d'Elderflower Hall était décoré de porcelaine fine et d'hortensias frais. La cheminée avait été installée et le thé était servi avec des pinces en argent et de la confiture provenant du garde-manger privé de Lady Agnès. Les conversations fusaient comme des papillons de nuit dans la pièce, sur la météo, le chien du vicaire, le prix exorbitant du beurre. Miss Marple, assise au centre de la composition, ne parlait pas beaucoup. Elle sirotait son thé, lançait de temps à autre une remarque polie et attendait. Elle savait ce qu'elle guettait. Et puis, juste au moment où on lui passait une part de gâteau Dundee, elle dit doucement « Je me demande si nous n'avons pas tous oublié quelque chose d'extrêmement simple. Quelque chose qui se trouve juste devant nous. » La salle s'arrêta. Madame Faversham pencha la tête. « Oublié ? Vous ne parlez pas du pauvre monsieur Northcote, n'est-ce pas ?» Miss Marple posa sa tasse de thé. « Oh, mais moi, si. Nous avons passé tant de temps à réfléchir à qui le haïssait. Et pourtant, la réponse, je crois, réside dans quelqu'un sur qui il avait du contrôle. Quelqu'un qui avait quelque chose de bien plus précieux que sa fierté à perdre. » Tous les regards se tournèrent vers elle. « Les secrets sont puissants, » Swiss Mark poursuivit Miss Marple. « Et M. Northcote avait bâti sa carrière, et peut-être une petite fortune, en les gardant, ou plutôt en menaçant de les divulguer. » Lady Agnès s'éclaircit la gorge. « Marie, insinuez-vous que l'un d'entre nous… » « Je ne veux pas insinuer, » répondit gentiment Miss Marple. « Je suis au-delà des insinuations, je surveille. » Et elle se tourna très délibérément vers Elinor Northcote, la salle suivit. Elinor cligna des yeux, calme et sereine. « Je suppose que c'est censé être une sorte de spectacle. »« Non, chouzons, » répondit Miss Marple. « C'est un test. » Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une feuille pliée. Elle la brandit. « Ceci est une lettre non signée, mais elle est écrite d'une écriture très particulière. Les boucles sur les « et » et le mouvement descendant des « i » très particulier. » Miss Marple leva les yeux. « Elinor, vous avez la même écriture. Vous m'avez déjà écrit, d'ailleurs, en votre qualité de trésorière de la communauté des femmes. » Les doigts d'Elinor se crispèrent sur sa tasse de thé. « Ça ne prouve rien. »« Non, ce n'est pas le cas, fort malin, » dit Miss Marple en se levant. « Mais ensuite, j'ai trouvé autre chose. Quelque chose dans le bureau de Julian, ou plutôt quelque chose qui n'y était plus. » « Je pensais que le bureau avait été saccagé, » a déclaré l'inspecteur Craddock. « Celui de Mucksh Benham, oui, mais je parle du bureau à domicile. Je l'ai visité sous prétexte de collectionner des recueils de cantiques.
Son classeur avait un tiroir qui ne fermait pas à clé comme les autres. À l'intérieur se trouvait un reçu, un dépôt bancaire, très récent et assez volumineux, déposé anonymement, mais clairement lié au registre manquant. Elle se tourna vers Elinor. « Il te faisait aussi du chantage, n'est-ce pas ?» Elinor se leva lentement. « C'était mon mari. »« Oui, unite, acquiesça Miss Marple, et cela lui donnait un accès privilégié. Il connaissait vos finances, votre passé, vos déplacements. Peut-être savait-il même que vous n'étiez pas dans votre chambre le matin de la fête. Nora a cru vous voir arriver par le jardin latéral, et non par la chambre comme vous l'affirmiez. » Il y eut un long silence, et puis Elinor rit. Ce n'était ni amer ni fou. C'était calme, presque soulagé. « Oui, dit-elle. Il savait tout de moi, de ma famille, même d'Annabelle. Il a découvert sa véritable identité et s'en est servi pour me forcer à l'aider à manipuler le trust. Il m'a dit que je pouvais signer des papiers lui donnant le contrôle financier total ou perdre la maison. » Elle baissa les yeux sur ses mains. « Alors j'ai signé. Et puis j'ai attendu. Mais il n'était pas satisfait. Il en voulait toujours plus. Il se moquait de moi. Il disait qu'un jour il pourrait tout léguer à quelqu'un d'autre, juste pour me contrarier. » Miss Marple dit doucement « Vous l'avez suivi sur le chemin Buttercup. » Elinor hocha la tête. Il avait laissé tomber son porte-clés, ou peut-être qu'il avait glissé pendant la dispute. Il s'est retourné pour partir. Je lui ai dit que j'en avais assez, qu'il ne ferait plus jamais de mal à personne. Il a ri et m'a tourné le dos. La pièce était calme. « Je n'avais pas prévu ça, ma Jeya, » murmura Elinor. « Mais sa canne était là, déjà cassée, et le sol était meuble. Il n'y a eu qu'une poussée. Une seule. » Cradock s'avança, mais Miss Marple leva la main. « Je pense plutôt qu'elle viendra avec toi tranquillement, » dit-elle. Elinor redressa les épaules. Son visage était pâle, mais sa voix était assurée. « Oui, » dit-elle. « Je suis restée silencieuse trop longtemps. » Cradock l'escorta hors de la pièce, laissant derrière elle un silence stupéfait. Une fois partie, Miss Marple se retourna vers le thé. Elle se versa une autre tasse et s'assit en soupirant. Lady Agnès fut la première à prendre la parole. « Je dois dire, Mary, comment le saviez-vous » Miss Marple leva les yeux avec un petit sourire triste. « Parce qu'elle était la seule à avoir accès au registre et à en connaître le mobile. Mais surtout, elle était la seule à avoir semblé soulagée lorsque le registre a disparu. Elle a remué son thé. » Au final, la question n'était pas de savoir qui détestait Julian Northcote, mais qui avait le plus à perdre s'il restait en vie. Et ainsi, la vérité avait éclaté, discrètement et complètement. Mais comme Miss Marple le savait bien, même lorsque le crime était résolu, les conséquences se répercuteraient. Parce que personne à Little Witchford, pas même les innocents, ne serait plus jamais tout à fait le même. Les événements du thé à Elder Flower Hall résonnèrent à Little Witchford comme la secousse d'un orage d'été, d'abord discret, mais insistant. L'incrédulité initiale fit place à des murmures, et ces murmures à des histoires qui se répandirent rapidement le long des haies et à travers les rues pavées. Elinor Northcote avait avoué. C'était clair. Mais le pourquoi, la vérité entière et sans fard, n'était pas encore pleinement compris, et Miss Marple, fidèle à sa nature, n'avait pas satisfait la soif de drame du village en lui fournissant une explication publique. Elle ne l'a jamais fait. Elle a laissé ça à d'autres. Mais l'inspecteur Cradock, pressé par la presse et poussé par l'enquête du coroner, demanda quelque chose d'inhabituel. Une déclaration écrite de mademoiselle Marple elle-même. Un document accompagnant le rapport officiel, discrètement remis au ministère de l'Intérieur, mais jamais destiné aux journaux. Elle a accepté, bien sûr. Non par fierté, mais parce qu'elle comprenait que les histoires, lorsqu'elles ne sont pas racontées, ont tendance à pourrir à la racine. Et ainsi, elle invita Cradock à revenir dans son cottage un matin gris, lui versa une tasse de thé au citron et, assise près du foyer, finit par mettre l'histoire à nu. « Cela a commencé, dit-elle, non pas avec le meurtre lui-même, mais avec la question que personne ne posait. Pourquoi le sentier Buttercup ?» Cradock leva les yeux de son carnet. « J'avais supposé... »« Oui !» acquiesça doucement Miss Marple. « Tout le monde supposait que M. Northcote y allait pour se promener, ou pour rencontrer quelqu'un, ou simplement pour s'évader. Mais Julian Northcote n'était pas un homme fantasque. Il ne flânait pas.
Ses journées étaient programmées et ses déplacements calculés, ce qui signifiait qu'il avait une raison d'être là. Elle croisa ses mains sur ses genoux, les doigts entrelacés. Maintenant, examinons les faits. Il avait récemment obtenu des documents sur 3 parcelles de terrain, le champ de Carroway, le verger et le prétendu Manor End, restés dans un flou juridique pendant des décennies. Il avait récemment discuté avec un avocat de la réactivation d'anciens trusts, et il avait fait pression sur plusieurs personnes du village en les menaçant de démasquer. Le registre confirmait ce schéma, du chantage déguisé en négociation. Craddock hocha la tête. Et le verger était la clé. En effet, cette étendue de terre appartenait autrefois à la famille Devenish, et selon le droit successoral, elle devait passer à la plus proche parente, Annabel Greer. Julia Northcote a découvert son secret. Il n'est pas allé prendre l'air au sentier des boutons d'or. Il est allé inspecter les lieux, pour revendiquer ses droits peut-être, ou pour cacher autre chose, mais quelqu'un l'a suivi. Elinor, était simplement, dit Craddock. Oui, mais pas simplement par dépit ou par rancœur conjugale. Elle avait découvert le registre elle-même. Je crois qu'elle l'a trouvé par hasard, peut-être en quête d'indices sur ce que Julian lui cachait. Et ce faisant, elle a découvert l'étendue de son chantage. Les yeux de Miss Marple rencontrèrent les siens. Elle voyait des noms qu'elle connaissait, des gens qui l'avaient blessée. Et elle se reconnaissait parmi eux, son propre nom, écrit avec la même précision cruelle. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les branches nues. Elinor n'était pas une femme méprisée. C'était une femme emprisonnée. Son mari avait pris le contrôle de ses finances, de sa vie privée, de son indépendance, et puis, lorsqu'elle n'avait plus rien, il a essayé d'utiliser son silence pour maintenir les autres sous son contrôle. Craddock se pencha en avant, alors elle l'a confronté. Elle l'a fait, elle l'a suivi jusqu'au sentier, il l'a probablement congédiée comme il l'avait fait tant de fois, mais ce jour-là, quelque chose en elle s'est brisé. Miss Marple se retourna, sa voix calme, mais inébranlable. Elle n'avait pas prévu de le tuer. Mais elle a vu l'occasion. La canne cassée, le sol mouillé, une poussée, un faux pas. Une vie terminée. Craddock s'assit sur sa chaise, expirant lentement. Et le porte-clés, elle ne l'a pas remarqué tomber. Ou peut-être l'a-t-elle remarqué mais l'a laissé. C'est Annabel Greer qui l'a trouvé, pensant se protéger. Ce qui n'a fait qu'ajouter à la confusion. Miss Marple retourna à sa place, sa tasse de thé refroidissant à côté d'elle. J'observai attentivement Elinor pendant le thé. Non pas pour déceler un signe de culpabilité, mais plutôt un signe de calcul. Elle n'en montrait aucun. Elle ignorait qui avait trouvé le registre, ni où il était passé. Elle savait seulement qu'il avait disparu. Et à cet instant, alors qu'elle pensait sa plus grande peur effacée, elle parut soulagée l'espace d'un instant. Craddock se frotta la nuque. « Tu as vu tout ça en un coup d'œil » Miss Marple sourit doucement. « Mon cher inspecteur, on en apprend beaucoup sur les gens quand on a vécu aussi longtemps que moi. Et quand on écoute, au lieu de simplement entendre. » Il hocha la tête et se leva. « Je ferai transcrire votre déclaration et la joindrai au dossier. Elle ne sera peut-être jamais lue, mais au moins elle y sera. » Alors qu'il se tournait pour partir, il marqua une pause. « Vous savez, si jamais vous vouliez nous aider dans nos enquêtes... » Miss Marple fit un geste dédaigneux de la main. « Oh non, merci. Un meurtre est épuisant. Je préfère de loin les roses et le plum cake. » Il rigola et partit, la laissant une fois de plus dans le calme de son salon. Plus tard dans la journée, l'enquête rendit son verdict. Homicide involontaire. Elinor Northcote serait jugée. L'affaire ne serait pas sensationnelle. Les preuves, bien que circonstancielles, étaient renforcées par sa propre déclaration. Elle ne serait pas pendue. Le jury fit preuve de compassion et de compréhension, peut-être même de sympathie. Pendant ce temps, le village commençait à se réparer. Lady Agnès reprit ses œuvres caritatives, avec toutefois un brin d'humilité. Lydia Faversham parlait moins durement des autres. Annabel Greer, désormais reconnue pour sa véritable identité, redevint un mystère, certes, mais respecté.
Madame Trigg garda sa boutique ouverte et se tut, même si elle commanda de nouvelles serrures pour sa porte arrière. Le jeune Thomas Ellicott se vit proposer un apprentissage chez le jardinier du manoir, loin des soupçons. Le sentier des boutons d'or s'est rouvert, pas immédiatement mais progressivement, et finalement les enfants ont recommencé à y jouer, leur rire résonnant par-dessus le ruisseau comme si la mort n'avait jamais touché terre. Un après-midi, des semaines plus tard, Miss Marple se tenait seule au détour du chemin, un petit bouquet de fleurs jaunes à la main. Elle s'agenouilla et les plaça à côté de la souche couverte de mousse où Northcote était tombé. Non pas en hommage, mais en souvenir. Et peut-être en guise d'avertissement, car ce n'était pas la haine qui avait tué l'avocat, ni la cupidité, mais la peur, le mobile le plus silencieux et le plus terrible. Et tandis que Miss Marple se levait et se retournait vers le village, elle portait avec elle le poids d'une autre vérité apprise, d'un autre secret enfoui sous les boutons d'or. Elle savait qu'il y en aurait plus, mais pour l'instant, Little Witchford était à nouveau en sécurité, du moins jusqu'à ce que le prochain secret soit révélé. Le printemps laissait place au début de l'été, et le village de Little Witchford, avec ses ruelles familières et ses murs couverts de lierre, recommençait à respirer. La nature, indifférente au scandale, avait repris son œuvre silencieuse. Les fleurs ondulaient sur les rebords de fenêtres, les oiseaux chantaient dans les haies, et la cloche de l'église, longtemps associée aux tensions liées à l'enquête, sonnait à nouveau pour les mariages et les sermons du dimanche, plutôt que pour les funérailles ou les investigations. Le meurtre, ou mort illégale, comme l'avait formulé l'enquête avec une précision bureaucratique, on en parlait à voix basse, adoucie par des euphémismes. « Cette terrible affaire », murmuraient certains. Ou simplement « après le thé chez Lady Agnès ». La vérité, aussi claire soit-elle, restait difficile à assimiler pour beaucoup. Julian Northcote, l'avocat au regard froid, n'avait jamais été aimé, mais le village ne s'attendait pas non plus à ce que l'un des siens le pousse à la mort. Surtout pas Elinor. Elle avait toujours été quelque peu distante, gracieuse, distante, repliée sur elle-même. Certains disaient qu'elle avait craqué, d'autres qu'elle avait été poussée au-delà de toute raison. Mais la plupart, discrètement, admettaient que Julian était allé trop loin, trop longtemps et trop loin, et dans cet accord tacite, un pardon discret semblait s'installer. Ni approbation, ni absolution, mais compréhension. Miss Marple, toujours modeste dans la victoire, n'avait partagé l'étendue de ses déductions qu'avec l'inspecteur Craddock et quelques amis de confiance. Elle retourna à ses roses, ses confitures et son tricot comme si aucun acte odieux n'avait jamais troublé la paix de son village. Pourtant, au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas le cas. Il y a toujours des échos. Un tel écho est venu sous la forme d'une lettre. Il arriva un mardi, livré par le facteur avec un catalogue et un paquet de laine. L'enveloppe portait un timbre de Londres, mais pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier épais, sur laquelle n'étaient écrits que quelques mots d'une écriture soignée et inhabituelle. « Merci de protéger ce qui devait être protégé. Il y a des dettes que nous ne pouvons pas rembourser. » Ce n'était pas signé. Miss Marple le lut une fois, puis le plia soigneusement, et le glissa au dos de son journal de jardinage, entre les pages consacrées au calendula et à la digitale. On n'en parlerait plus jamais. La même semaine, un procès discret eut lieu devant un tribunal d'instance de la ville. Elinor Northcote, vêtue de gris foncé et entourée de 2 avocats discrets, plaida sa cause, et écouta les accusations avec le même sang-froid qu'il l'avait porté à chaque fête de village et vente aux enchères caritatives des 15 dernières années. Ses aveux, faits lors du rassemblement à Elderflower Hall, furent confirmés. Des circonstances atténuantes furent invoquées: violence psychologique, coercition, manipulation financière. Les témoins de moralité s'exprimèrent doucement mais clairement. Elle fut condamnée non pas à la prison mais à un internement dans une maison de repos du Sussex pour repos et observation médicale. Le juge, un homme âgé aux yeux larmoyants et passionnés de poésie,
avait lu son dossier et avait estimé que, dans ce cas, punition et réadaptation étaient indissociables. « Elle va disparaître là-bas, un zu, dit madame Faversham au boulanger, comme un mouchoir tombé au vent, mais elle ne l'a pas fait. » Elinor écrivit des lettres, peu nombreuses, mais suffisantes. L'une d'elles fut adressée à Miss Marple, la remerciant poliment pour sa discrétion et sa clarté, point examinable. Une autre à Annabel Grière, lui offrant un petit dépôt, une restitution discrète de l'héritage familial que Julian avait menacé d'effacer. Une troisième, curieusement, fut adressée au jeune Thomas Ellicott, qu'elle avait autrefois traité de domestique. Elle contenait un livre d'horticulture et un billet de 10 livres impeccables. « Il fera un bon jardinier, Mintune, dit Miss Marple à l'inspecteur Craddock, lorsqu'il demanda des nouvelles du garçon. Il avait juste besoin de quelqu'un qui lui en croit capable. Et ainsi, la vie reprit son cours normal. Lady Agnès reprit ses comités paroissiaux, même si elle démissionna de son poste de présidente, invoquant la fatigue et un regain moral, point madame Trigg, rouvrit l'épicerie avec une nouvelle couche de peinture et une caisse plus compacte. La confrérie des femmes organisa son pique-nique d'été annuel sans incident, même si les sandwichs étaient plus fades que d'habitude. Quant à Miss Marple, elle continuait d'observer le village avec la même précision et la même douceur qu'à son habitude. Elle arpentait les mêmes sentiers, s'arrêtait pour discuter avec les mêmes voisins et buvait son thé avec la même patience et le même calme. Mais de temps à autre, elle jetait un coup d'œil vers le verger au bord du sentier des Boutons d'Or et s'arrêtait un instant. Un après-midi de fin juin, elle rencontre Annabel Grière sur le chemin. Ils échangèrent quelques banalités, rien de trop révélateur, un commentaire sur la météo, un compliment sur un nouveau chapeau. Mais au moment de se séparer, Annabel se retourna et dit doucement « Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas ?» Miss Marple sourit. « J'avais des soupçons. » Annabel hocha la tête. « Tu es très douée. » Le sourire de Miss Marple s'élargit. « Je suis très vieille. On les confond parfois. » Elle continua son chemin, ombrelle à la main, laissant le soleil lui réchauffer le visage. Elle repensa à tous les petits morceaux qui s'étaient assemblés. La canne cassée, le porte-clés manquant, les archives occultées, le murmure d'une voix effrayée tard dans la nuit. Rien de tout cela n'avait signifié grand-chose en soi, mais ensemble, ils avaient révélé quelque chose de plus profond, non seulement qui avait commis l'acte, mais pourquoi. Parce qu'en fin de compte, un meurtre dans un endroit comme Little Witchford ne commence jamais par la violence. Tout commence par le silence, par les choses non dites, par les peurs trop profondes pour être nommées et par les secrets qui prennent racine dans les espaces entre les gens. Et cela se termine, comme toujours, non pas par de grandes révélations, mais par des conséquences silencieuses. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur le jardin et que le doux tintement des tasses de thé cédait la place au silence des oiseaux perchés dans les arbres, Miss Marple était assise seule sur sa véranda. Le ciel était pêche et doré, et la cloche de l'église, au loin, sonnait 7 heures. Elle ferma les yeux et écouta. Quelque part, un enfant riait, un chien aboyait, un portail grinçait sous le vent, et la vie, têtue et douce, continuait. Car même dans un village touché par un meurtre, il y a toujours du tricot à faire. La confiture doit toujours être remuée, et toujours quelqu'un qui regarde, juste au cas où la paix serait à nouveau rompue. Le plein été arriva tranquillement à Little Witchford, parant les haies de ronces en fleurs et attirant les abeilles paresseuses dans leurs volières dorées. Les pelouses miroitaient sous le regard constant du soleil, et les journées s'allongeaient en heures lentes et somnolentes, rythmées par le tintement des tasses de thé et le bruissement des pages tournées. C'était la saison du calme, des apparences retrouvées, et pourtant, juste sous la surface, un subtil malaise persistait, tel un parfum qui refuse de s'estomper. Ce n'était plus de la peur, mais l'écho d'un non-dit. Un village autrefois certain de son innocence se voyait rappeler sa fragilité. C'est une chose curieuse, songeait souvent Miss Marple, comme le crime transforme un lieu. Non pas par le spectacle comme on pourrait s'y attendre, mais par de petits changements, presque imperceptibles,
un regard altéré, une salutation hésitante, un silence là où régnaient autrefois les commérages. C'était un jeudi lorsque Miss Marple reçut sa deuxième lettre d'Elinor Northcote. Elle arriva en milieu de matinée et glissait parmi les catalogues de jardinage et le dernier numéro de The Lady. L'enveloppe était d'un doux crème, l'écriture soignée mais élégante, et le cachet intact, malgré son passage dans une demi-douzaine de bureaux de poste. Elle l'ouvrit dans sa cuisine ensoleillée, les mains fermes, la bouilloire bouillant tranquillement derrière elle. « Chère Miss Marple, je n'écris pas pour demander pardon, mais pour partager quelque chose que je n'ai jamais dit à voix haute. Quand j'ai poussé Juliane, ce n'était pas par haine, même si j'avais des raisons, ni par désespoir, même si cela aussi a joué un rôle. C'était quelque chose de plus petit, et pourtant plus net que les deux. Ce fut un instant de lucidité. La conscience soudaine et terrifiante que rien ne changerait si je ne le changeais pas. Je ne m'excuse pas. J'espère seulement que vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y avait pas de signature en bas, pas de conclusion. Juste la simple confession, manuscrite avec retenue, pliée une fois et laissée à la lecture ou non, selon son choix. Miss Marple le lut 2 fois, puis le plia soigneusement et le rangea dans le même journal de jardin qui abritait désormais le mot anonyme. Elle resta assise un long moment, sans toucher à son thé, le regard rivé sur les rosiers, dehors, dont les pétales commençaient à tomber légèrement sous l'effet de la chaleur. Plus tard dans la journée, elle a fait sa promenade habituelle. Le chemin des boutons d'or, malgré son passé sombre, était redevenu lui-même. Les enfants y sautillaient, les doigts tachés de confiture et coiffés de chapeaux de soleil. Les boutons d'or, indifférents à la mémoire, fleurissaient de chaque côté, joyeux et dorés comme toujours. Même le verger gardait une sorte de paix endormie, ses ombres adoucies, l'histoire qu'il cachait autrefois faisant désormais partie de la paisible tapisserie du paysage. Miss Marple marchait lentement en prenant conscience de la situation. Elle s'arrêta au détour de la route où Northcote était tombé. Il n'y avait aucun marqueur, aucune plaque, aucun signe de la mort d'un homme à cet endroit, si ce n'est ce qui subsistait dans la mémoire. Et la mémoire, elle le savait, était un témoin des plus peu fiables, à la fois profondément fidèle et en constante évolution. Mais elle se souvenait. Elle se souvenait de la façon dont la peur pervertit les gens, de la façon dont les secrets poussent comme des mauvaises herbes lorsqu'on les laisse sans surveillance. Et elle se rappelait avec plus de douleur que de fierté combien de temps il avait fallu à quelqu'un pour dire la vérité. Un petit bruit retentit derrière elle. C'était le jeune Thomas Ellicott, portant une bêche et un panier de boutures. Son visage était plus propre, sa démarche plus assurée. Il rougit en la voyant. « Bonjour, Miss Marple. »« Bonjour, Thomas, sois sept, » répondit-elle avec un sourire. « Tu t'occupes du verger. » Il hocha la tête et s'agenouilla près du mur. « Monsieur Lane dit que j'ai l'œil pour la taille. Il dit que je remarque les endroits où les plantes dépérissent avant que quiconque ne s'en aperçoive. Remarquez ce que les autres négligent, » dit doucement Miss Marple. « C'est un don rare. Tu iras loin, je pense. » Le garçon sourit et retourna à son travail, tandis que Miss Marple continuait sa promenade, les pensées plus légères après cet échange. Elle se réjouissait, discrètement, de voir comment l'histoire avait progressé pour certains. Toutes les fins n'étaient pas tragiques. Tous les dommages n'étaient pas permanents. Ce soir-là, elle dîna seule. La table était dressée comme toujours. Un seul couvert, une serviette en lin, des fleurs de son jardin dans un petit vase. Elle prépara un œuf poché sur du pain grillé, accompagné d'asperges de son lit de cuisine, et le mangea lentement tandis que la lumière déclinait. La présence des autres à sa table ne lui manquait plus depuis longtemps. La solitude n'était plus un vide, mais une compagne. Elle laissait place à la réflexion, à la vision, et elle avait vu beaucoup de choses. Plus tard, dans le salon, elle s'assit dans son fauteuil préféré et sortit son tricot. Le modèle était simple, des chaussettes pour son neveu Edward, qui faisait toujours semblant de ne pas les apprécier et les portait toujours fines.
Ses doigts bougeaient sans effort, les aiguilles cliquetant doucement dans le silence. Elle pensait aux gens du village, d'Annabelle Greyer, qui marchait désormais la tête haute, qui n'hésitait plus lorsqu'on lui adressait la parole, qui parlait peu souvent, mais avec une force profondément enfouie. De Lady Agnès, qui avait pris l'habitude de visiter seule le cimetière le soir, non plus grandiose ni imposant, mais calme et introspectif. De Madame Trigg, qui autrefois était pleine d'aboiements et de fanfaronnades, et qui maintenant, avec une douceur surprenante, offrait une part de gâteau aux graines à quiconque semblait avoir besoin de réconfort. Et d'Elinor, dont l'avenir était incertain, mais dont le passé avait enfin été clairement vu. Le village n'avait pas changé, du moins en apparence. Les cottages restaient tordus et pittoresques. Les ragots circulaient encore autour du bureau de poste comme des oiseaux autour des miettes de pain. Mais Miss Marple savait, comme elle l'avait toujours su, que quelque chose de fondamental avait changé. Lorsqu'un meurtre a lieu dans un village comme Little Witchford, l'illusion de sécurité ne peut être totalement restaurée. Les contours sont plus doux, les visages plus attentifs. Les gens se regardent une seconde de plus, pesant ce qu'ils croient savoir contre ce qui pourrait se cacher sous leurs yeux. Et ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Près de la fenêtre, les roses s'agitaient dans une brise tardive. Miss Marple posa son tricot et se leva, s'étirant légèrement pour atteindre le rebord de la fenêtre. Elle l'entr'ouvrit légèrement, laissant entrer l'air nocturne. Ça sentait le chèvrefeuille et la terre chaude, et quelque chose d'autre, quelque chose d'intemporel. Elle regarda dans l'obscurité, là où la route tournait doucement vers le vert, et où le clocher de l'église se dressait contre les étoiles comme une promesse. À ce moment-là, avec le monde silencieux sous son regard, Miss Marple sourit. La justice n'était pas venue par la force ou le spectacle, mais par la compréhension. Par le simple fait de voir ce que les autres ignoraient, d'écouter là où les autres les ignoraient, de laisser la vérité s'épanouir même lorsque personne ne voulait la reconnaître. L'histoire était maintenant terminée. Mais elle savait, comme toujours, que quelque part au-delà des collines ou peut-être juste au-delà du mur du jardin voisin, un autre secret l'attendait. Et quand cela arriverait, comme cela arrivait toujours, elle serait prête. Car si le mal peut s'immiscer même dans les endroits les plus doux, la bonté, elle aussi, y trouve refuge, silencieuse, vigilante, et armée de rien d'autre que d'un esprit qui refuse de détourner le regard. Miss Marple se détourna de la fenêtre et éteignit la lumière. Et au cœur de Little Witchford, la paix revint une fois de plus. Le doux changement de saison apporta un calme constant qui s'installa comme une brume sur Little Witchford. Juillet laissa place à août, puis à septembre. Les longues journées raccourcirent. Les ombres s'étendirent sur les rues pavées, et la fumée recommença à s'échapper des cheminées. Les pommiers des vergers se chargèrent de fruits. Les robes d'été furent remplacées par des cardigans, les sandales par des bottes en caoutchouc. La vie, comme toujours, continua. Mais sous le rythme apaisant de la vie villageoise, l'écho du meurtre persistait. Non pas dans les mots, on avait depuis longtemps cessé de parler directement d'Elinor Northcote, mais dans les regards, dans la façon dont certains voisins hésitaient maintenant avant de supposer connaître quelqu'un de près, dans la douce prudence avec laquelle les secrets étaient partagés. Miss Marple arpentait les ruelles du village du même pas régulier, sa canne tapotant doucement la pierre et le gravier. Elle s'arrêtait pour saluer ses voisins, échanger des recettes et des conseils pour la taille des rosiers, et s'enquérir des maladies et des nouvelles de la famille. Aux yeux de tous, elle était toujours la même Miss Marple, ordonnée, polie, un tantinet capricieuse et parfaitement inoffensive. Mais sa présence avait désormais un poids différent. Les villageois, qu'ils l'admettent ou non, avaient vu ce qui se passait lorsque Miss Marple posait des questions. Lorsqu'elle inclinait la tête juste comme il faut, laissant le silence faire la moitié du travail. Il la respectait avant. Maintenant, il la craignait un peu aussi. Non pas comme on craint une punition, mais comme on craint d'être trop connu. Et Miss Marple, toujours aussi perspicace, remarqua le changement. Elle ne s'en est pas offusquée. C'était simplement le prix de la vérité.
Un matin de début octobre, Miss Marple reçut la visite de l'inspecteur Craddock. Il arriva sans prévenir, comme souvent, apportant avec lui l'odeur du tabac et le léger craquement des chaussures de cuir sur le bois ciré. Elle l'accueillit chaleureusement, le conduisit à son salon et s'occupa de préparer le plateau de thé avec une aisance éprouvée. « Je voulais faire une visite de courtoisie, dit-il en s'installant dans son fauteuil. Ce n'est pas un problème. Je pensais juste que vous aimeriez un peu de compagnie. C'est très attentionné, dit Miss Marple en ajoutant une seconde cuillère de sucre dans sa tasse. Et comment se porte le crime à Muchbenham ces jours-ci ? Plus calme que Witchford, répondit-il avec un sourire qui dissimulait mal sa fatigue. Le procès est terminé. Elinor a bénéficié d'une grâce, comme prévu. Elle a été transférée dans une maison de convalescence privée dans le Devon. Calme, air marin, jardin bien aménagé. J'ai entendu dire qu'elle s'est mise à la broderie. Miss Marple hocha doucement la tête. Elle avait toujours les mains prudentes. Craddock se renversa dans son fauteuil, le regard fixé sur le feu. Tu avais raison, tu sais. Pour le registre, pour la peur. Plus je fouillais dans les dossiers de Northcott, plus je réalisais combien de personnes il avait manipulées. Discrètement, systématiquement, avec le sourire d'un avocat et la patience d'un prédateur. Miss Marple sirota son thé. L'abus du pouvoir, surtout le pouvoir silencieux, est extrêmement dangereux. Il ne fait pas de bruit jusqu'à ce qu'il se brise. Il hocha la tête, puis marqua une pause. Ça me dérange toujours. Qu'est-ce que ça fait que personne n'a rien signalé? Ni le chantage, ni les menaces, ni même les soupçons. Les gens ont tout simplement laissé faire. Miss Marple posa sa tasse. Parce qu'ils avaient honte, et parce qu'ils se croyaient seuls. La peur isole, la honte fait taire. Ensemble, ils laissent le mal prospérer sans contrôle. Julian Northcott n'a pas gagné la confiance des gens, il a gagné leur silence. Craddock ne répondit pas immédiatement. Lorsqu'il le fit, ce fut avec un soupir. Il y a quelque chose de sombre là-dedans. Seulement, si c'est tout ce qu'on voit, squelettique Miss Marple, dit Miss Marple. Mais moi, je vois autre chose. Craddock haussa un sourcil. Dites-le-moi. Je vois comment les gens ont changé, même de façon modeste. Comment Lady Agnès a quitté sa présidence pour livrer des repas aux personnes âgées. Comment Madame Trigg a recommencé à assister à l'office du matin, ne serait-ce que pour écouter. Comment Annabelle Grière signe désormais de son vrai nom lorsqu'elle fait un don à l'Église. Ce ne sont pas de grands gestes, mais ils sont sincères. La vérité n'a pas seulement brisé quelque chose, elle a ouvert la voie à quelque chose de meilleur. Craddock la regarda un long moment, puis il sourit. « Vous feriez une excellente philosophe, Miss Marple. »« Oh, non, sans lâche, dit-elle avec un léger rire. La philosophie est bien trop abstraite. Je préfère les gens. Ils sont bien plus désordonnés et bien plus intéressants. » Ils restèrent assis en silence un moment, l'horloge tic-tac sur la cheminée. Dehors, un moineau voletait de haie en haie, et les feuilles des ormes commençaient à montrer les premières nuances de cuivre et d'or. Finalement, Craddock s'est levé. « Bon, zeption vessange foi, dit-il, je ferais mieux de rentrer. S'il reste encore des bêtises dans ce village, je suppose qu'elles sont du genre citrouille-caramel. » Miss Marple le raccompagna jusqu'à la porte. « Oh, n'en sois pas si sûr. La malice a tendance à se déguiser, même sous des pots de confiture et des chapeaux du dimanche. » Après son départ, Miss Marple retourna dans son jardin. Les chrysanthèmes avaient commencé à fleurir, défiant le froid qui s'installait. Elle les tailla lentement, pensivement, l'esprit déjà tourné vers l'hiver et les histoires qu'il pourrait apporter. Cet après-midi-là, elle s'est promenée jusqu'au parc du village. En chemin, elle passa devant l'école, le bureau de poste, le cimetière. Chaque lieu avait joué un rôle dans l'histoire de la chute de Julian Northcott. Maintenant, ils étaient inchangés, leurs façades intactes, mais Miss Marple, avec son œil exercé, voyait les différences. Une nouvelle plaque avait été ajoutée près du portail de l'église, dédiée à ceux qui affrontent les ténèbres avec courage, mais existence. Ni nom ni fanfare, mais ceux qui avaient besoin de comprendre le sauraient. Au parc, elle s'assit sur le banc sous le châtaignier et regarda les enfants jouer. Leur jeu était bruyant, chaotique, libre.
Le sentier des boutons d'or, visible juste au-delà de la haie lointaine, brillait des derniers rayons du soleil. Elle sourit. Le meurtre avait laissé des traces, comme toujours, mais la vérité aussi. Et le village ne s'était pas effondré. Il s'était, discrètement, renforcé. Elle resta assise jusqu'à ce que les ombres s'allongent, puis se leva et rentra chez elle. La maison l'accueillit avec sa chaleur habituelle. Elle mit une bouilloire en marche, sortit une nouvelle pelote de laine du panier et commença à tricoter une paire de mitaines. L'hiver allait bientôt arriver, mieux valait se préparer. Tandis que le feu crépitait et que la pièce se remplissait du doux claquement des aiguilles, Miss Marple jeta un dernier coup d'œil à son journal de jardinage, celui avec le bouton d'or pressé, les 2 lettres pliées entre les pages et les notes qu'elle avait prises lorsque le monde semblait un peu plus sombre. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir, elle savait ce qu'il contenait, elle ne l'oublierait pas. Dehors, le village avançait, tranquillement, imparfaitement, mais avec les yeux un peu plus grands. Et dans son fauteuil près du foyer, Miss Marple tricotait et écoutait, prête à entendre l'histoire qui allait suivre. Car là où il y a des gens, il y a toujours des secrets. Et là où il y a des secrets, il y aura toujours quelqu'un pour les voir.